Salut à tous et bienvenue sur le live Insta de Paris United. Dans quelques instants, Daniel Riolo devrait se connecter et on va parler de son dernier bouquin, Cher football français. Donc on en parle dans quelques instants, le temps qu'il se connecte. Il y a beaucoup de choses à dire, on va avoir à peu près une petite demi-heure. Normalement, Daniel va se connecter et il est là. Salut Daniel, J'ai réussi. t'as réussi. Je commence Deuxième live, à... réussi, c'est bon. T'es un vrai mec Instagram, c'est bon. Comment tu vas après ce marathon médiatique, Daniel? Ça va, ça pas encore. Attends, j'essaye de me mettre droit pour que tu me vois bien. Ça marche, vas-y, Ça commence, ça là, tu vois. commence. Là, je reviens de France Bleu, tu sais, l'émission 100% PSG. Oui, Voilà, il y a déjà eu quelques médias, effectivement, là. Je suis en plein dans le rush. Mais bon, ça fait plaisir, tu sais. Quand tu fais un livre, tu ne demandes que ça. Après des exactement. mois et des semaines à rester chez toi sur ton ordinateur, après, tu as envie de partager ce moment avec des gens. Bah, on sait ce que c'est chez Paris United, hein. Moi-même, je sors bientôt un bouquin, donc je sais ce que c'est. On a envie de partager le travail qu'on a fourni et j'imagine qu'il y a eu beaucoup de travail. Un livre très intéressant, je le montre. Je l'avais déjà montré avant que tu te connectes, mais je le montre là. Je sais pas si tout le monde le voit. Voilà, Cher football français, Hmm. avec un petit complément, les vérités que le foot français refuse d'entendre. Donc, tu abordes dessus pas mal de sujets que tu abordes déjà beaucoup dans l'after, à Ouais. savoir un peu la gestion du football français par les dirigeants, le niveau de notre ligue et plus généralement aussi sur la formation, sur les entraîneurs, le rapport aussi avec les médias. Et le livre commence, d'ailleurs, tu reviens sur la journée où on annonce l'arrêt de la Ligue 1, donc Mhm. au mois d'avril ou fin mars, quelque chose comme ça. Et justement sur la gestion du Covid, dans le foot en France, que ce soit les présidents de clubs, les dirigeants d'instances, personne tire dans le même sens. Et d'ailleurs, tu cites en exemple la création de la Première Ligue, où en tout cas ils se sont entendus tous parce qu'il y avait un intérêt commun. Et j'ai l'impression qu'en France, c'est l'intérêt personnel qui primera toujours sur l'intérêt commun. J'ai bien compris ce que tu as voulu écrire, c'est bien ça? Oui, oui, effectivement, tu as bien compris. Alors, il faut savoir quand même que moi, quand je commence le livre, tu vois, on est en septembre de l'année dernière, donc il y a un an où l'idée commence dans ma tête à dire, tiens, si je faisais un livre, un peu une sorte de livre ultime sur les 20 dernières années du foot français, la gestion des clubs, qu'est-ce que j'ai connu? J'ai connu les présidents de la Ligue, j'ai connu tous les présidents de clubs, les joueurs, j'ai vu évoluer le football, j'ai vu évoluer nos résultats en Coupe d'Europe. J'ai été dans toutes les coulisses, j'ai parlé au président, à des joueurs, ça grâce à l'after, tu vois, dans l'émission. Et je me dis, tiens, si je D'ailleurs, racontais un petit... tu parles de ton parcours hein, Exactement, dans le livre. moi j'aime à dire que ouais, c'est mon livre le plus personnel. Parce que c'est pas une enquête. C'est pas une enquête. Je suis pas allé dans les clubs. Ça, je l'ai fait. Là, c'était en gros, je rassemble tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai connu, et je raconte. Et je fais une sorte de bilan avec plein d'anecdotes personnelles. Tu n'auras pas manqué les anecdotes personnelles sur mes années au PSG, évidemment, les tribunes et toutes ces choses-là, parce que ça a marqué ma vie aussi. Donc, je démarre avec cette idée-là et avec une idée dont je parle beaucoup dans l'after et que je reprends à travers une citation qui n'est pas de moi, mais d'un historien du foot qui dit le problème du foot français, ce n'est pas un manque de moyens, c'est un manque de culture. Et effectivement, pour en revenir à la phrase dont tu as parlé et au fait que on ne tire pas dans le même sens et on ne pense pas à l'intérêt collectif, il se trouve que bah, dans cette année où je bosse intervient la fameuse crise sanitaire qu'on Ouais. traverse encore aujourd'hui, mais qui a été évidemment beaucoup plus marquée au moment du confinement. Et là, bah, je me suis arrêté en fait, parce que je me disais, bah, ton cher football français, au moment où tout le monde va souffrir, où les clubs vont avoir de problèmes, c'est peut-être le moment où tout le monde va s'unir parce que c'est ce que tout le monde disait. On va s'unir, on va essayer d'avancer ensemble et tout ça. Mais ça a duré, dans ma tête, 24 heures.
Au bout de 24 heures, j'ai compris que tous ceux qui nous parlaient du monde nouveau, tous ceux qui disaient, bah, peut-être qu'on va s'unir tous ensemble dans la société française. Je suis pas naïf, hein, je savais que c'était des Oui, oui, paroles en bien l'air, sûr. tout ça, mytho. Mais je me dis, qu'est-ce qui va se passer dans le foot? Comment ils vont réagir? Et là, bah, il suffit d'attendre 3 jours pour voir exactement ce que j'ai constaté sur toutes les années précédentes, les fameuses 20 dernières années. Bah, c'est que tout le monde commence à tirer la couverture à soi, que tout le monde tire dans son sens, que le premier à tirer, c'est Olas, avec sa fameuse envie de prendre le classement de l'année dernière, Saison avec blanche. face à lui, bah, ceux qui disent bah non, on va arrêter le classement à la 27e journée, avec tous ceux qui veulent que ça s'arrête, tous ceux qui disent bah non, faut continuer. Et là, c'est un délire. C'est comme, je te jure, pendant un mois, j'ai arrêté de bosser parce que je me suis dit, si partout ça s'arrête, si effectivement il sort de cette crise quelque chose de fort et tout, tu vas bien avoir l'air malin avec ton bouquin. Eh ben, c'est pas que j'ai eu l'air malin, c'est que les mecs, c'est comme s'ils m'avaient tous passé un coup de fil, les dirigeants, les instances, tous, mais ils m'avaient dit, hé hey, Riolo, toi qui es tout le temps en train de nous tailler là, tu sais quoi? On va te faire une passe décisive. Mets-toi dans la surface, là, on va te faire un beau centre. Et c'est pas que tu vas pouvoir mettre un petit but de raccro et tout, du genou ou de la tête, je sais pas. Non, tu vas mettre un beau ciseau lucarne. Parce que les mecs, ils ont été, mais tellement en dessous de tout, à se tirer dessus, la cacophonie générale. Et en plus, est venu s'ajouter à ça, le fait qu'ils n'ont même pas décidé. Et que moi, qui écrivais depuis 4 mois sur le manque de culture foot dans le pays, sur le fait que le sport a toujours été déprécié, coupé du monde intellectuel, relégué au rang de rien du tout, cette accusation permanente sur le foot trop bête qui gagne de l'argent, les salaires 1,220, et ben là, tout a explosé d'un coup. Tout dans cette crise sanitaire dont je parle pendant les premières lignes, les 2 premiers chapitres, eh bien, il y a eu un petit peu la synthèse de tous les problèmes que je relevais, à savoir que le foot, bah, comme l'avait dit la ministre à ce moment-là, et le sport en général, bah, c'est le cadet des soucis du gouvernement, on va mettre ça de côté, comme s'il n'y avait pas plein de gens qui vivaient de ça, comme s'il n'y avait pas plein de gens qui aimaient ça, comme si surtout il ne fallait pas parler de l'économie qui était liée à ça. Non, non, si jamais tu avais le malheur de dire que tu voulais que ça reprenne, tu étais un assassin. Moi, limite, on m'a traité d'assassin quand je dis, mais attendez, oui, là, on est dans une période de très forte émotion, mais il faut juste se calmer 2 secondes. On peut pas attendre un mois de voir un peu ce que font les autres et tout ça. Et pendant que les autres parlaient de cet élément culturel que peut être le foot dans une société, pendant que les gens osaient dire que c'était leur passion, qu'il y avait des choses importantes qui pouvaient être véhiculées à travers le sport et le foot, bien non, nous, ça a été mis de côté. Et évidemment, ça a non seulement renforcé mon propos, j'ai pas bossé pendant un mois sur le livre parce que j'en avais pas la force au vu de tout ce qui se passait. Et dès que ça s'est terminé et qu'en plus on a été les seuls à arrêter pendant que les autres reprenaient, et encore une fois, pendant que nous, chose la plus folle franchement du confinement, c'est que des mecs, les dirigeants français, ont cru que les autres allaient les suivre. Oui. Moi, j'en ai eu au téléphone qui m'ont dit, Macron, je le sens bien, il va appeler Merkel et il va lui dire, vous arrêtez vous aussi? Et là, je me suis dit, mais je crois que vraiment, ils sont encore plus cons que je le pensais, quoi. Et Bah, effectivement, d'ailleurs, tout le monde a repris. Et nous, on s'est retrouvés comme des cons. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit le boss de l'UNFP. On verra plus tard si on est des cons. Bah, 2 mois plus tard, oui, monsieur, vous êtes tous des cons. on aurait pu s'imaginer effectivement qu'un des pays les plus touchés comme l'Italie, ton pays de cœur, ton pays d'origine, Mhm. aurait pu eux aussi, parce que en vérité, eux, ils avaient quand même quelques arguments pour pouvoir dire stop au football. Tellement à un moment les décès s'enchaînaient et Bien on sûr. voyait la liste des morts à la télévision on se rend compte que même au plus fort de la crise en Italie, enfin, c'était rare qu'on parle. Alors, je sais qu'il y avait quelques joueurs dans quelques équipes qui s'étaient exprimés pour ne pas reprendre, mais Mhm. en dehors de ça, personne ne s'est précipité comme nous on l'a fait. Et surtout, je pense qu'ils ont continué à travailler sur une éventuelle reprise. Alors que nous, on avait déjà décidé fermement d'arrêter. Et d'ailleurs, il y a 2 exemples, parce que tu parlais de la culture foot en France qui est inexistante, hein, on va pas se le cacher. Et il y a 2 exemples qui l'illustrent. Selon moi, tu me diras si tu es d'accord. Il y a déjà le fait de reprendre le championnat le week-end de la Ligue des Champions. Ça veut dire que déjà, tu crois pas ni en Olympique Lyonnais, ni au Paris Saint-Germain. Et la Ouais. deuxième chose qui est un peu Ça, plus on le drôle, savait d'avant, Mousse, pardon de te couper, on le savait d'avant, parce que d'habitude, tu sais ce qu'ils font dans le calendrier quand ils mettent la finale de la Coupe de la Ligue au moment des quarts de finale. Déjà, là, on se dit, bon, c'est vrai.
Personne n'ira en quart, personne n'ira en demi. Donc, calons notre petit championnat et notre petite Coupe de la Ligue, il n'y a pas de problème. Donc, oui, oui, effectivement, déjà, tout le problème du calendrier, tu as raison. C'était, d'ailleurs, on le constate encore maintenant, là, avec tout le bordel autour du calendrier du PSG. Il y a eu la Fédé qui a tiré dans un seul sens, à savoir le sien, en disant on va reprendre, mais avec la finale de la Coupe de France. Ce Et puis qui est après, on mettra la déjà une finale. incongruité Déjà là, oui, incroyable. déjà là, c'était complètement fou. Donc moi, je remonte bien en arrière pour expliquer pourquoi ce retard. Je reviens même très loin pour expliquer pourquoi ce retard culturel, pourquoi dans ce pays on a toujours refusé de considérer que le sport pouvait être une matière où on réfléchit. C'est pour ça qu'on a très peu, par exemple, d'entraîneurs intellectuels. Alors, je fais un petit voyage aussi dans les autres pays, dans les pays où il y a une porosité Mais entre les Daniel, intellectuels et il y a une chose football. aussi. Mais chez nous, non, c'est à part. Nous, chez nous, le foot, celui qui est foot, tu sais, c'est le prof de PS que tu as dû avoir comme moi à l'école. Hmm. C'est le sifflet à la bouche, le chrono, et surtout, ça doit forcément être un bourrin. Tu vois, c'est pas un mec qui peut réfléchir. Tout ça est déprécié tout le temps chez nous. Daniel, d'ailleurs, ça, tu l'expliques très bien quand tu parles de ton expérience à Radio France. Ah oui, ça t'a fait marrer, ça. Moi, ce passage, il m'a fait rire. Je te le dis, Ouais. franchement, ça m'a fait rire. Et d'ailleurs, même la blague que tu fais sur l'auteur de Oui Oui, moi, j'ai trouvé Ah oui, ça oui, incroyable. oui. J'ai Ah oui, trouvé oui, ça. ça c'est. Explique un peu cette anecdote, s'il te plaît, Ah, pour ça, ceux qui n'ont pas encore lu oui. le livre et qui vont le découvrir, bien sûr, quand Ouais, ils iront l'acheter, évidemment. en fait, ça me fait plaisir que tu parles de ça parce que il y a beaucoup d'anecdotes personnelles. Vraiment, c'est un Ah livre oui, qui oui, non, mais il est riche en anecdotes, ça, c'est vrai. Ouais. je raconte plein d'histoires, de moments de ma vie et tout. Et c'est vrai que, bon, bah là, c'est au début des années 2000 quand je bosse à Radio France. Alors, Radio France, il faut vraiment que tu saches, ça a certainement évolué. J'espère que ça a évolué, mais au début des années 2000, mais c'est même pas que le sport, on s'en fout. C'est même pas qu'on considère le service des sports comme rempli de crétins. À la limite, les mecs, je pense, ils auraient souhaité qu'on vienne en survêtement, tu vois, pour bosser. Ouais. Donc, je dis, on est dans le bureau du fond. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, il n'y a pas de bureau du fond parce que la Radio En France, c'est rond. haut, Mais c'est sauf ça. que tu avais quand même l'impression que tu étais au fond. Et tu sais, tu étais les bureaux, on était souvent deux de permanence et tout. Et à chaque fois que les mecs des infos gênés passaient, ils nous disaient salut les sportifs. Chaque Voilà, fois c'est que je ça. regardais, je disais mais putain, mais c'est pas possible. Salut les sportifs, mais genre, c'était Et puis, c'est tellement. c'est quand même condescendant. Bah, C'est très c'était condescendant. au-delà de condescendant, tu vois. C'était vraiment toi, tu t'intéresses à rien, toi, t'es là, tu t'intéresses qu'à ton petit ballon, machin et tout. Et j'étais avec un pote dans le service, tout ça, qui d'ailleurs des années plus tard est devenu chef à Radio France, tu vois, Ah comme quoi bah, on peut tu vois. sortir du Ouais. foot. Quand même, c'est un excellent journaliste qui s'appelle Richard Place pour le citer. Et un jour, je ne sais pas s'il se souvient de l'anecdote, mais en tout cas moi, elle m'a marqué, je m'en souviens. On boit un café avec les gens du service culture et spécifiquement ceux qui traitent les livres, les sorties, Ouais. donc les vrais livres, hein, pas comme le mien. Moi, je sais pas, tu vois, je parle de sport, je sais pas écrire, je sais pas réfléchir. Hmm. Et là, je sais pas ce qui nous prend, on se met d'accord sans, on s'était pas mis d'accord et tout. Et là, on fait, dis donc, vous avez lu là, le dernier livre d'Enid Blyton, en anglais Enid Blyton, enfin bon là on fait Enid Blyton et tout. Ouais. Il dit, non mais là, non, 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 et tout, non. Il dit, quoi? Enfin, c'est tout le monde en parle, quoi. C'est le nouvel auteur, c'est un des meilleurs auteurs contemporains aux États-Unis, en Angleterre. Tout le monde parle de cet auteur et tout. Vous pouvez pas rater ça, mais vous n'avez pas préparé les fiches pour, enfin, ceux qui présentaient les émissions. Là, tiens. Ah non, non, on n'est pas au courant et tout. Je dis, putain, les gars, franchement, allez voir tout de suite, quoi, parce que là, vous passez à côté d'un truc. Et les mecs, ils nous regardent, ils se disent, bon alors, attends, eux, c'est des sportifs. Ils sont en train de nous dire un truc, vraiment, faut qu'on se renseigne, ou vraiment, ils sont en train de nous prendre pour des cons et tout ça. Donc, ils savent pas, mais bon, néanmoins, ils y vont quand même et tout. Et quand ils se sont barrés, nous, on a explosé de rire parce que Enid Blyton, c'est c'est l'auteur de Oui, oui. Mais oui, mais moi, en fait, au début, je comprenais pas où tu voulais en venir. Et puis, quand tu vois la chute, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'avais relevé une phrase enfin, c'est plutôt une réplique. J'ai trouvé la phrase très belle. Alors, je te demande juste, j'avais fait le marque-page, mais je voulais la lire. Je voulais la lire parce que je pense que ça résume bien un peu l'état d'esprit des présidents de club. Hum. Et tu en parles. Et donc, tu cites une réplique du film de Visconti, Le Guépard, avec Alain Delon. Hein. C'est bien ça? Je me trompe pas? Non, J'ai je sais encore, pas. Hum, ça va, j'ai encore une petite culture cinématographique. Tout hum, va bien. Et donc, tu cites et tu dis, et quand le prince de Salina balance sa célèbre réplique, leur vanité est plus forte que leur misère. J'ai pensé à nos présidents de L1. Et ça, et j'ai trouvé que cette phrase, elle résumait totalement ce qui s'était passé pendant
pendant le Covid. Voilà, c'était juste pour refermer ce chapitre. Ajouter parce qu'une citation aussi belle qui est pas, c'est pas une phrase faite pour les dirigeants de Ligue 1, hein. Oui, oui. Il parle en l'occurrence des Siciliens, donc que je connais très très bien et lui-même sicilien dit D'où ça. la référence. Et ça, oui, ça m'a forcément beaucoup touché, effectivement. Alors, il y a quelque chose que moi j'ai découvert et que je ne savais pas. C'est la petite polémique qu'il y a eu au moment du. On va passer sur les droits TV parce que c'est aussi intéressant. Tu en parles longuement dans ton livre. Attends-nous Et 2 secondes. Je sais pas si pendant que tu préparais le live, tu as vu ce truc qui est sorti là il y a peut-être une demi-heure sur le patron de Téléfoot, de Mediapro. avant que te prendre, j'écoutais Top of the Foot. Donc tu vois, je suis un fidèle auditeur d'RMC. Et effectivement, ils en ont parlé. J'avais déjà vu la déclaration sur Twitter. Il souhaitait une victoire de l'OM parce que ce serait bien pour la Ligue 1. Alors déjà, on savait que Téléfoot était un média où il y a énormément de Marseillais, même à la direction et tout. Mais alors là, c'est ouverture. Maintenant, c'est clair, c'est même pas caché, quoi. Voilà. Non, c'est incroyable. Parce que quand le diffuseur, ça m'a fait penser à ça. Cette situation, elle est incroyable. Et donc, du coup, on découvre qu'en fait, que Mediapro se sent un peu, comme disent les jeunes, carotté. Parce que toi, t'expliques que, en fait, quand ils payent un peu plus d'1 milliard pour les droits de la Ligue, ils se rendent compte que finalement, ils auront que la Ligue 1. Et que la Ligue 1, ça ne peut pas suffire pour vendre des abonnements. Donc, ils sont obligés, un peu en panique, j'ai l'impression, en dernière minute, de faire des accords avec à peu près tous les opérateurs et même Netflix pour pouvoir proposer d'autres contenus. Et donc, la question, c'est, tu sais, c'est un peu comme en foot. Je pense que, je sais ce que tu penses sur le résultat et sur le contenu. Je pense qu'on pense pareil. Et je suis très ami avec Yacine Amned, que tu connais bien. Et c'est un sujet qu'il défend toujours. Et on a l'impression que c'est un peu, voilà, c'est pas le résultat qui compte. Et là, c'est pas le milliard qui compte. C'est-à-dire que le milliard d'euros, ça n'en fait certainement pas le meilleur championnat d'Europe. On est bien d'accord. On est effectivement évidemment d'accord là-dessus, mais de toute façon, c'est un risque financier énorme, hein. Bon, le milliard, ils l'ont eu parce que le PSG a des stars et que ça a fait gonfler la note. Maintenant, je pense pas qu'ils se réveillent au dernier moment. Ils ont rapidement, j'espère en tout cas, qu'ils ont quand même compris qu'avec 8 matchs de Ligue 1 et l'ensemble de la Ligue 2, tu aurais du mal à aller mettre 25 balles pour avoir cette chaîne-là. Ah ouais, c'est ça. Forcément. Donc, j'imagine qu'ils ont dû se dire, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on fasse des accords, qu'on trouve un partenariat pour avoir plus. Le plus, c'est la Ligue des Champions, c'est l'accord avec Netflix. Ça devient, on va dire, un package un peu plus présentable pour s'abonner. Mais la grande question, parce que celle-là, elle en va de la survie de notre football, qui est déjà mal en point, c'est de savoir combien de gens vont s'abonner à cette chaîne, parce que s'ils s'y retrouvent pas et si c'est pas rentable, bah, ça va être terrible. Surtout que la Ligue des Champions, ils ne l'ont que pour un an. L'accord qu'ils ont avec nous, il est que pour un an, mais dans un an, c'est Canal qui récupère les droits de la Ligue des Champions. Donc, c'est Canal et Bein ou juste Canal? Canal seul qui fera peut-être avec Bein, enfin je sais pas. Parce que comme ils sont en partenariat, c'est possible qu'ils. Ouais. Eux n'auront plus, donc soit ils continuent l'accord, donc ça veut dire qu'ils vont devoir rallonger de l'oseille, mais en tout cas, il est clair que 8 matchs de Ligue 1 et la Ligue 2, tu feras pas venir 3 millions d'abonnés. Je ne peux pas y croire. Donc, que se passe-t-il dans 4 ans à la fin de cette mandature-là et de la période-là? C'est un grand problème parce que déjà qu'on a un peu gratté l'oseille à cause de l'arrêt de la Ligue 1 et que l'équilibre, il va peut-être venir du surplus que Mediapro donnait. Donc déjà, là, on a un peu tapé dans cette caisse-là. Ouais. Et dans 4 ans, si jamais on ne trouve plus de diffuseurs pour mettre autant d'argent, ça veut dire que tu vas être complètement dévalué. Déjà que là, les mecs… Bah, c'est ça le risque. Pas du tout à gérer et sont sans arrêt obligés de vendre et n'arrivent pas, malgré l'argent qui rentre, à être compétitifs en Coupe d'Europe. Bon, on verra. Là, cette année, il y a eu une exception parce que ça n'est qu'une exception. Nos 2 clubs en demi-finale, ça n'était quand même jamais arrivé. Ça nous rende C'est un contexte particulier en même temps. Que ça nous rende triste ou pas, mais le PSG, la dernière demi-finale de séance, c'était 95, tu vois. Ouais. Lyon, c'était il y a 10 ans. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive fréquemment. Donc, est-ce que cet argent va nous permettre de progresser? Est-ce qu'il sera bien utilisé? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Parce qu'après, quand tu vois les dirigeants, beaucoup sont là pour faire de l'achat-vente de joueurs. Il n'y en a pas énormément qui sont là pour faire progresser leur club. Donc, est-ce que le PSG va se retrouver tout seul? Déjà, Lyon,
Derrière la demi-finale, je savais que le réveil allait être difficile, mais là, tu te retrouves quoi sans Coupe d'Europe cette année, donc tu es obligé de laisser partir du monde. Si tu rejoues la Coupe d'Europe l'année d'après, tu vas être obligé d'acheter. Est-ce que tu auras l'argent pour acheter? D'ailleurs, on voit, parce que Le foot français n'est pas sauvé parce qu'il a touché 1 milliard, loin de là. c'était intéressant ta réflexion parce que c'est vrai que tu parlais un peu des audiences. Et si on prend le calendrier de la saison dernière et la diffusion des matchs, on sait très bien que par exemple les matchs du samedi 20h, les audiences étaient très 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 faibles. Et heureusement que beIN le samedi diffusait aussi la Serie A, la Bundesliga et la Liga, donc 3 championnats majeurs. Et on se rend compte que les audiences du foot étranger sont meilleures que les audiences de notre propre championnat. Et effectivement, Mediapro, ils peuvent partir dans 4 ans. La valeur de la ligue va dévaluer forcément, et on risque de se retrouver à des prix qui correspondent vraiment à la Ligue 1, c'est-à-dire un demi-milliard, 600 millions. C'était les chiffres qu'on avait avant Mediapro. C'était 700, il me semble. Mais oui, de toute façon, l'attractivité de notre championnat, elle est faible parce que oui, tu as des supporters pour chaque club, mais ça suffit pas à créer un engouement. Et les audiences importantes dans notre championnat, c'est 1 PSG, 2 OM. Lyon, ça descend, c'est le troisième, mais ça descend déjà pas mal en dessous. Et après c'est le grand vide. Ça suffit pas à faire assez d'abonnés, de gens motivés pour prendre la chaîne, pour en gros avancer dans l'attractivité. T'as plus de gens qui sont désabusés et qui n'ont pas réellement envie de s'abonner que l'inverse. Donc Mais notre football, derrière le milliard, il faut faire attention. Et il y a toute une partie économique dans le livre, oui, qui explique qu'on est loin, loin, loin d'être sauvé. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, dans les années 90, quand Canal Plus arrive sur enfin, ils arrivent dans les années 80, mais ils rachètent, ils rachètent le club du Paris Saint-Germain dans les années 90 parce qu'ils vont diffuser la ligue. Et on a l'impression que déjà à l'époque, on fait quand même beaucoup de marketing pour vendre des abonnements. On crée la rivalité Bien entre sûr. l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Quelques années plus tard, on crée une pseudo-rivalité entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Et Canal Plus avait appelé ça l'Olympico. On a l'impression qu'en France, pour vendre du foot, c'est très très difficile, comparé évidemment aux autres pays qui sont d'un autre niveau culturel au niveau du foot et même du sport en général, j'ai envie de te dire. T'arrives pas à Il y a, installer t'arrives pas à installer des équipes longtemps au plus haut niveau. c'est Nous, ça. en France, on a le PLM, mais ces dernières années, alors Paris, il faut bien le dire, en Coupe d'Europe, nous a souvent déçus. Et derrière, Lyon et Marseille ont trop connu de haut et de bas. Donc, tu as du mal à installer des entités fortes parce qu'en fait, l'attractivité, c'est pas simplement séduire ton marché, quoi. En gros, tes supporters les plus fidèles. Il faut aller chercher des jeunes, il faut que ton championnat soit intéressant. Tu dois avoir tes joueurs aussi, parce qu'après, ça, c'est l'autre grande partie du bouquin. C'est comment tes joueurs sont formés, comment ils ont envie de jouer en Ligue 1, alors qu'on sait que la plupart, ils pensent qu'à une chose, c'est se barrer. Parce qu'on a entretenu aussi ça. On a entretenu l'idée que c'était mieux ailleurs, qu'il fallait partir vite ailleurs. Tout ça, ça dévalue. Tout ça, ça dévalue notre championnat. Tout ça. Ça, on le sait. Et puis, en plus, quand t'entends derrière que le sélectionneur, il encourage les joueurs à se barrer très vite à l'étranger, parce que c'est comme ça qu'ils vont être sélectionnés. Tout ça, ça va contre l'attractivité de notre football. Et tu as une expression qui illustre totalement ton propos, c'est quand tu dis que la Ligue 1, c'est le centre de formation des gros championnats européens. Je sais pas si tu parles de la première ligue ou des championnats européens, mais Ouais, mais on le c'est à peu sait. près le point de ta pensée. Ouais. Voilà. D'ailleurs, On a parlé souvent, c'est une fabrique exactement. à joueurs qui partent très tôt se perfectionner à l'étranger. Parce que quand ils sortent de France, ils sont pas encore complètement prêts, hein. En fait, Ouais, bien sûr. il y a pas de mecs qui partent de France complètement prêts. Il y a des gros transferts qui se font, mais les mecs sont pas, même, il y a beaucoup de pages sur Benzema dans le livre, t'as dû le Ouais, lire. ouais. Euh, J'avais cité l'exemple de Benzema en plus. Est-ce que les pages sur Benzema t'ont plu? Parce que je les trouve, j'en suis assez fier de tout ce que je dis sur ce joueur, son agent. Et je crois que même son agent a beaucoup aimé, donc c'est bon signe. Ah, et Karim Jaziri. Voilà. Euh, Je sais que c'est un peu vos relations, c'est un peu chien et chat. C'est pas du, ça? pas du tout, il est Non, très ça content. va mieux? Il Ça est va? juste très content de ce que j'ai écrit dans le livre, à part une phrase qui lui a un peu déplu. Mais pour le reste, je pense qu'il a été surpris et que les gens seront très, très surpris de ce que je raconte là-dessus. En gros, quand je dis que c'est une exception, c'est que c'est le seul de nos joueurs qui a Ouais. eu
vraie carrière en Ligue 1, 150 matchs avec Lyon, qui avait fait des matchs de Ligue des Champions Oui, avec Lyon. Donc on savait qu'il était bon. Et pourtant, même pour lui, ça n'a pas été simple au début au Real, hein. Ça bien n'a pas été sûr. simple. Au Ah début, ouais. on peut croire qu'il va marquer l'histoire du club comme ça. D'ailleurs, moi, je n'y croyais pas. D'ailleurs, je dis mais ça va pas, c'est pas gagné d'avance. C'est il a bossé avec des joueurs extraordinaires à côté de lui, des entraîneurs qui l'ont fait progresser, mais tous les autres partent très tôt. Il y en a même qu'on connaît même pas en Ligue 1 quand ils partent. Regarde, Oui, c'est vrai. le dernier qu'on a vu en équipe de France qui est dans ce cas-là, bah, c'est Upamecano. Le mec, dans Ouais. une semaine, il dit mais moi, j'ai tout appris à l'étranger. Alors, ça me fait marrer quand on parle de la formation française. Ouais, on a énormément de joueurs, ça c'est vrai, mais les mecs, ils apprennent le haut niveau, l'exigence, le professionnalisme, le travail à l'étranger. Moi, ce que j'aimerais, on en revient à la gestion des clubs, c'est que dans nos clubs, ils aient envie de rester, qu'on développe une culture club, que les mecs aient envie d'y jouer. Cette culture club, elle existe un peu à Lyon. Ailleurs, même au PSG, hein, les mecs, Ouais. même dès qu'ils voient qu'ils n'ont pas la place, immédiatement, ils veulent partir. À l'OM, c'est pareil. Exemple avec le dernier, c'est Liadji qui est parti immédiatement à Lille. Il y a qu'à Lyon où effectivement, on peut dire quand même que les mecs ont envie au moins de rester un petit peu, même s'ils savent qu'à un moment ou un autre, ils vont partir. C'est très difficile de vendre ton championnat, de créer une attractivité et finalement de faire des clubs forts si les mecs qui sont là ne s'inscrivent pas dans un projet collectif, mais pensent avant tout choix de carrière et pensent avant tout à dire dès qu'on peut, on se casse. Ça, c'est compliqué, mais à partir du moment où, moi, j'accuse pas les joueurs, à partir du moment où le système est ainsi fait que les présidents veulent faire des lignes comptables et dire on vend le mec très vite parce que ça nous fait rentrer de l'oseille, bah, tu vas pas t'en sortir en fait. Je vois pas, moi, comment notre foot peut progresser. Je vais te donner un exemple sur ce que tu viens de dire, sur la culture club ou même la culture footballistique du pays d'où tu viens. Et l'exemple le plus récent et le plus frappant pour moi, c'est Sandro Tonali. Sandro Tonali, quand il jouait en Série B à Brescia, un peu à l'instar de Verratti à l'époque, quand il jouait Après, j'ai oublié ce club. Pescal. Ah, Pescara, pardon. Il se fait repérer, donc très jeune. Donc Sandro Tonali, il brille avec Brescia en Série B. Et déjà, on veut déjà le recruter en Série B. Le PSG est déjà dessus, par exemple. Lui refuse de quitter non seulement Brescia, mais surtout l'Italie. Et quand il réussit la saison à Brescia, il veut réussir avec Brescia en Série A. Et à la fin de sa saison, ce qu'il souhaite, c'est aller voir à l'étage au-dessus, mais tout en restant en Série A. Et en plus, c'est un tifosi du Milan AC, bon, qui a failli partir chez l'ennemi à l'Inter. Finalement, tout est bien qui finit bien. Mais Mais oui, c'est parce que vrai que, les mecs sont élevés exactement, dans la culture, dans la passion déjà de leur championnat, parce qu'en Serie A, les Italiens regardent surtout leur championnat, ils regardent peu c'est les ça. championnats étrangers. Et ils s'exportent peu aussi. D'ailleurs, par parenthèse, ils regardent tellement peu en Italie le championnat étranger que parfois ça leur fait recruter des mecs qui sont cramés, ils n'ont pas l'air au courant que les mecs sont cramés. Bref, en Espagne aussi, les joueurs sont attachés à leur Liga et à Ouais. leur club et ont envie d'y évoluer avant éventuellement d'avoir une carrière à l'étranger. Mais dans les années 90, je raconte aussi beaucoup ça dans le bouquin, les joueurs, je raconte la vie par exemple de ce qu'a construit Giroud à Auxerre, cet attachement Oui, culturel, il était fort. À l'OM, il y avait également un attachement culturel. il y avait le Bordeaux de Claude Bèze aussi, tu le cites aussi. Et regarde, au moment de la dernière finale de la Ligue des Champions, autour du PSG et de l'OM, les anciens se sont beaucoup manifestés. Tu vois, d'abord les Marseillais en disant bah, on souhaite que le Bayern gagne. Et tu as eu plein de vieux Parisiens qui ont dit eh ben, forcément, on soutient le PSG. Mais moi, je me demande si dans 20 ans, parce que les mecs dont on parle avaient créé une aventure avec leur club. Ouais, Moi, bien je me sûr. demande si dans 20 ans, tu auras des anciens du PSG ou de l'OM pour dire à quel point ils sont attachés, même 20 ans après, au club dans lequel ils sont passés. J'ai un doute là-dessus parce que les mecs restent pas assez longtemps pour provoquer un attachement fort, un attachement culturel à la ville, au club. Quand j'entends par exemple Eric Dimico parler de l'OM sur RMC, je dis ce mec-là, bon, en plus lui c'est un cas particulier parce qu'il vit à Marseille, il est né là-bas, donc il Oui. est très attaché au club. Mais est-ce qu'on aura dans 20 ans des mecs assez attachés à leur club? Je sais pas. Lyon arrive pas mal à développer ça, je trouve encore. Il y a pas mal d'anciens qui restent très nous, dans 20 ans, je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'il faudra encore aller chercher les mecs des années 90 pour trouver un Ouais, attachement. c'est possible. Bon, quand tu vois déjà qu'Ibrahimovic qui a passé, bah, je crois que son record d'années passées dans un club, c'est au Paris Saint-Germain. Donc normalement, il pourrait le citer en exemple quand il parle de son expérience. Il cite jamais le PSG. Il parle toujours des clubs avant. Il parle même du Barça où ça s'est super mal passé avec Messi et Guardiola.
mais il évoque jamais, alors qu'en partant, il dit que c'est le club où il s'est le plus éclaté. Alors, je sais pas si c'est, je sais il a eu mal à partir avec le club parce qu'il y a eu des histoires de primes, etc. Mais en dehors de ça, est-ce que c'est aussi ce qu'il a vu du foot français, des médias, etc. Est-ce que c'est aussi ça qui fait qu'il parle rarement du Paris Saint-Germain? Moi, je sais pas. Moi, je trouve qu'il a quand même pas été maltraité au PSG. Non, non, pas du tout. Supporters du PSG, pour la plupart, l'aimaient beaucoup. Après, il a eu des sorties désastreuses qui ont fait que certains l'ont moins aimé. Je trouve qu'encore aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui continuent de l'aimer. Et puis, de toute façon, qu'il ait eu des problèmes avec la Ligue 1 ou je ne sais quoi, s'il avait été un peu marqué par son passage au PSG, bah, comme tu dis, il en parlerait un petit peu plus. C'est pour ça que moi, j'ai jamais accroché avec ce joueur. Parce que il y a peu de clubs dans lesquels il a réellement laissé une trace et où les mecs l'aiment encore. Il y a Milan un peu, mais globalement, non, Milan vraiment, mais pour le reste, bof quoi. On a du mal à créer ça, mais parce que la Ligue 1, tiens, les joueurs sont pas cons. Moi, il peut m'arriver, et souvent j'ai critiqué les joueurs, mais sur ces dernières années, mon discours a un petit peu changé. Parce que c'est facile de dire, ouais, le mec, il sort de sa banlieue, il veut que l'oseille, il va dans un club et tout, mais au bout d'un moment, bah, tu reprends dans la gueule ce que tu as créé. Si toi, tu as créé le système, si les dirigeants ont créé ça et ont fait en sorte que le mec, à peine arrivé dans le centre de formation, tout le monde commence à dire déjà, on va le vendre et tout ça. Bah, le mec, il va pas s'attacher, quoi. Il faudra pas lui en vouloir s'il pense qu'à sa gueule. Parce que Sur le, ce que tu as fait, c'est un petit peu ce que tu as fait. Est-ce que tu as réellement développé un amour du club? Est-ce que tu as réellement. Non, tu le fais de moins en moins. Honnêtement, Kamavinga, c'est la perle du moment. Tout le monde parle de lui. Je ne sais pas si ça deviendra un monstre, mais il a l'air d'avoir les atouts pour le devenir. Bah, les Rennais sont en transe sur lui. Les Rennais, ils parlent de lui, machin. Je dis, ok, très bien, très bien, très bien. Mais tout semble déjà écrit sur cette année tu restes, à la fin de la saison tu pars, ça nous fait rentrer tant d'argent. Putain, tu vends du rêve là? Honnêtement. Ok, bah fais kiffer les Rennais pendant un an. Et puis on sait qu'à 18 ans, tu seras parti. Et puis l'essentiel de ta carrière, tu vas le faire à l'étranger. Et dans 10 ans, quoi? Les supporters rennais disent, ah, tu te souviens quand on avait Kamavinga? Ouais, ok, dans 10 ans, est-ce qu'on s'en souviendra vraiment, quoi? Tu vois, il c'est. aura, il aura pas assez brillé pour son club pour qu'on puisse s'en souvenir. Mais ouais, ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème de notre championnat, c'est ça. je voulais aborder deux derniers sujets parce que je sais qu'après tu files à l'after hein, ce soir, hein, c'est ça? Ah oui, il est déjà Alors, 20h. ouais, ouais, deux choses parce qu'il y a le passage où tu parles sur Claude Puel. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que tu cites à un moment, je crois que c'était une interview dans le journal L'équipe, et il dit la Ligue 1 a ce qu'elle mérite. Dans la plupart des centres de formation, on continue de privilégier l'aspect physique, la technique, la créativité, pardon, et l'intelligence de jeu n'ont pas de prix. La Ligue 1 est devenue un centre de formation pour les quatre championnats au-dessus d'une autre. Donc c'était la phrase, pardon, de Exactement. ouais, c'est ça. Et, Exactement. et ça, souvent, on le voit, même les entraîneurs étrangers, quand ils viennent en France, la chose qui les frappe tout de suite, c'est sur la motivation des joueurs à l'entraînement et le Mm. travail qu'il fournit. D'ailleurs, il y a un autre passage que tu cites de Claude Pell où tu dis où il explique son passage, je crois que c'était à Southampton, et ensuite il a fait Leicester, mais il explique que en Angleterre, t'as jamais besoin de motiver un joueur. Le joueur, il vient motiver et donc tu peux travailler sur d'autres aspects. Et Ah il oui, ça explique que c'était. Oui, je raconte, c'est un passage. Il y a une dizaine d'années, j'étais allé à Marseille et j'avais rencontré, je faisais un peu le tour des centres de formation pour regarder et tout. Et j'étais allé voir Henri Stambouli qui dirigeait le centre de formation. Et dans le bureau avec lui, il y avait Georges Prost, qui est un voilà, c'est formateur ça. très connu et qui a bossé à Lyon pendant très longtemps. Et lui a bossé également en Angleterre à Southampton. Et il disait, oui, il disait le temps qu'on perd à bosser sur la motivation. Et donc, moi, je disais, mais attends, tu es motivé pourquoi? Pour gagner un match, pour jouer un match, j'arrivais pas trop à comprendre le concept. Il dit, ouais, en Angleterre, les mecs arrivent, ils sont déjà ultra motivés. Donc, tu Ah oui. bosses pour le reste. Tu fais tout le reste. Nous, il faut qu'on bosse sur la motivation déjà. Donc, forcément, c'est déjà un handicap, là. Ah, c'est incroyable. Alors, dernier sujet, et je te laisse, Daniel, Ouais. c'est sur l'apport des entraîneurs étrangers en Ligue 1. Ah oui. Il y a quelque chose qui va pas. Pourtant, ce sont des entraîneurs qui ont un sacré CV, qui ont réussi dans leur pays et aussi à l'étranger. Ça, c'est le cas par exemple, d'Ancelotti. Et je peux te citer plusieurs entraîneurs qui sont passés par le championnat de France, des grands et des moins grands. Ancelotti, Jardim, Bielsa, évidemment. Conceição, quand il débarque à Nantes, il est tout de suite, ouais, c'est qui? Il a entraîné un vieux club au Portugal et il vient de Belgique.
Et même un qui est un peu moins connu, qui est resté très peu de temps et qui avait des super résultats. Je crois que c'était en Autriche. Il s'agit d'Oscar Garcia qui a fait 2 mois, je crois, à Saint-Étienne, Ah qui a oui, pas ça réussi à fait. poser ses idées et qui s'est fait lourder. Hmm. C'est quoi le problème? Alors, est-ce que c'est un problème, je dirais, de nationalisme du football? Non, C'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas voir un entraîneur étranger réussir. Un peu ce que le discours que tient souvent Raymond Domenech, il l'a encore fait récemment lors du Final 8 ouais. en critiquant Guardiola. C'est quoi le problème avec les entraîneurs Alors, étrangers déjà, il y a deux choses. C'est que d'abord, effectivement, il y a un qui corporatisme sont, fort. alors pardon, je C'est finis, que, qui sont critiqués à la fois par leurs collègues français et à la fois par les médias français. Voilà, c'était juste pour alors, préciser ça. il y a deux choses. Il y a effectivement, d'abord, un corporatisme très fort qui fait qu'on on voit d'un mauvais œil l'entraîneur étranger qui vient prendre la place de l'entraîneur français. Ça, c'est assez historique. Je le raconte aussi, même à l'époque de Giroud, il supportait pas de voir arriver C'est ça. des entraîneurs étrangers parce qu'ils arrivent en plus avec des méthodes différentes. Et puis, en gros, bah, ils ont peur, les mecs ont peur qu'ils viennent manger le pain des Français, quoi, tu vois. Donc, il y a, déjà, Et ça, ils ont c'est peur d'être ringardisés aussi, je crois, par les méthodes d'entraînement, etc. exactement. Donc déjà, il y a un mauvais accueil extérieur. Et après, à l'intérieur, en fait, la plupart se sont aperçus quand même qu'ils avaient des problèmes par rapport à la mentalité des joueurs. Et comme ils ne sont souvent pas soutenus par des présidents qui, pour la plupart, s'en foutent un peu et pensent surtout à vendre les joueurs, il dit, attends, là, qu'est-ce qu'il arrive, lui, avec ses méthodes un peu dirigistes, là, il veut nous changer le jeu, il veut faire régner la discipline, il veut de l'autorité, mais il va me braquer ce joueur. Moi, j'ai prévu de le vendre à la fin de l'année. Il va pas aller me le foutre sur le banc pendant 15 matchs et il va perdre de sa valeur. Donc l'entraîneur après ne peut pas bosser correctement. Néanmoins, sur les dernières années, c'est le grand paradoxe. Je crois qu'il y a, j'avais compté, mais là je l'ai plus en tête, mais en tout cas une grande majorité de clubs qui ont tous essayé des étrangers. Oui. Il y a eu des entraîneurs Même, étrangers partout, même en D2, en Ligue 2, pardon. absolument. Donc les présidents en fait ne savaient pas quoi faire. En fait, ça vient des présidents qui ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Et parce qu'ils sont en le cul entre deux chaises, c'est on doit former les joueurs, on doit vendre les joueurs, pas les braquer parce que c'est les petites pépites qu'il faut surtout pas abîmer. Donc Comme l'entraîneur, Mbappé à Monaco. Tu te rappelles voilà, de cette histoire? l'entraîneur, il doit faire quoi l'entraîneur? Il doit bosser sur le groupe ou il doit mettre en valeur le produit. Donc il se retrouve emmerdé. Il arrive avec une mentalité qu'il a dans un autre pays et finalement tu t'aperçois à l'arrivée qu'il y a des clubs qui sont pas faits pour avoir des entraîneurs étrangers et qui marchent mieux avec les vieilles tambouilles bien classiques. Exemple, Bordeaux qui a essayé. Bon, après le contexte était beaucoup plus compliqué avec GACP et tout ça, mais on est allé, on retourne à, on va dire à quelque chose de classique avec Gasset, Ghislain Printemps, et je pense que Bordeaux va faire une bonne saison parce qu'ils Oui, vont parce savoir, qu'avant, il y parce avait qu'ils vont Gustavo savoir Poyet. s'adapter. Ouais, ils vont savoir parce qu'ils vont savoir s'adapter et parler aux joueurs et ils connaissent la mentalité du joueur français. Mentalité qui est malléable, hein, parce que dès que le joueur français part à l'étranger, il change du tout au tout. Il se fond Exactement. dans les collectifs, il accepte l'autorité, la discipline, mais quand il est là en France, mais j'en reviens à ce que je disais il y a 10 minutes, attention, il n'est pas uniquement coupable, le joueur. Parce que c'est le système qui l'a fait devenir comme ça aussi. À partir du moment où tu lui passes tout depuis qu'il a 15-16 ans, forcément, ça devient ensuite un problème à gérer. Bon, écoute, je remonte le livre, Daniel. Je te remercie d'avoir accepté de venir en parler chez nous. Merci Voilà. à toi de m'avoir invité, Mousse. À Cher bientôt. football français. C'est édité chez Hugo Sport. Il y a plein d'anecdotes. Courez l'acheter. Merci encore, Daniel. À très vite. Ciao, à bientôt. Ciao, Dani.